Pardon, Monsieur le Président de la Commission des finances, qui n'est pas arrivé, chers collègues, si nous avons, avec ma collègue Clémentine Autain, souhaité porter devant vous cette proposition d'impôt plancher sur la fortune, c'est pour mettre fin à une injustice fiscale qui dure depuis trop longtemps, pour en finir avec le contournement de l'impôt par les plus fortunés et faire enfin évoluer un système fiscal où tout le monde contribue à l'effort public, même les riches d'ailleurs, sauf les ultra-riches. Car qu'observons-nous depuis 20 ans? D'un côté, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine multiplié par 10, passant de 124 à 1228 milliards d'euros, avec un rendement du capital qui explose, atteignant 7 à 10% par an. Même en période de crise, le patrimoine des ultra-riches ne subit qu'un impact temporaire. Les fluctuations annuelles ne remettent jamais en cause la tendance de fond, une accumulation constante et massive du capital. Et de l'autre côté, nous avons un système fiscal, certes très progressif, mais jusqu'à un certain niveau de revenus. À partir des 0,1% les plus aisés, il devient au contraire dégressif. Ce qui fait que pendant que les classes moyennes et populaires contribuent à hauteur de 50% de leurs revenus à l'effort collectif, tout impôt confondu, y compris la TVA et l'impôt sur les sociétés, les milliardaires, eux, ne payent que 27%, et même que 2% si l'on ne prend en compte que les impôts personnels. Alors, comment les plus riches font-ils pour payer si peu d'impôts? D'abord, ils ont bien sûr bénéficié de l'affaiblissement de la fiscalité sur le capital depuis 2017, en particulier avec la transformation de l'ISF en IFI et l'instauration de la flat tax. Mais surtout, ils mettent en place des schémas d'optimisation fiscale, notamment via des holdings dans lesquels ils logent leur patrimoine et ils laissent leurs dividendes. Ils perçoivent donc très peu de revenus et ne payent en conséquence que très peu d'impôts. C'est précisément pour contrer ces mécanismes d'évitement que nous proposons l'impôt plancher sur la fortune. Nous proposons là un dispositif simple, inspiré des travaux que Gabriel Zucman a présentés devant le G20. Un impôt plancher qui garantit que chaque grande fortune paye au moins 2% de la valeur de son patrimoine en impôts, tout impôt confondu. Concrètement, si le total des impôts personnels acquittés est inférieur à ce seuil, notre impôt viendra compenser la différence. Cette mesure ne concerne que les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Il n'y aura donc aucun impact pour les gérants de PME, les artisans ou les jeunes entrepreneurs. Et ce seuil minimise d'ailleurs le risque d'inconstitutionnalité. Dès lors que le patrimoine descend en dessous de 100 millions, l'impôt plancher ne s'applique plus. Autrement dit, il préserve un patrimoine d'au moins 100 millions aux contribuables. On ne peut donc pas parler d'impôt confiscatoire ou de rupture d'égalité devant les charges publiques. La vraie rupture d'égalité, c'est celle d'un système où les plus riches échappent à l'impôt pendant que tout le monde paye. Le Conseil constitutionnel n'a jamais statué sur un dispositif avec un seuil aussi élevé et il ne pourra ignorer les études démontrant l'usage du bouclier fiscal par les ultra-riches pour contourner l'impôt. Alors, certains brandiront la menace de l'exil fiscal, bien sûr. Il faut certes le prendre en compte, mais avec discernement, car dans les faits, l'exil fiscal est toujours resté marginal. Selon France Stratégie, seuls 0,2% des contribuables soumis à l'ISF s'exilaient pour des raisons fiscales. Et pour fermer toute brèche, nous avons fait adopter en commission des finances un dispositif anti-exil fiscal. Ceux qui s'expatrient resteront redevables de notre impôt pendant 5 ans. Enfin, pour que cet impôt plancher soit opérant, il doit absolument inclure les biens professionnels, qui représentent 66% du patrimoine des 380 foyers fiscaux les plus riches, et même jusqu'à 90% pour les plus aisés d'entre eux. Les exclure, ce serait vider l'impôt plancher de sa substance et réduire son rendement à peau de chagrin. Et qu'on soit clair, quand nous parlons de biens professionnels de plus de 100 millions d'euros, nous ne parlons pas du four du boulanger, de commerce ou d'outils de travail, mais bien d'actions dans des multinationales. Exonérer ces biens, ce serait créer une taxe sur les milliardaires qui ne touche pas les milliardaires. Exonérer ces biens, ce serait renoncer à 15 à 25 milliards d'euros de recettes. Peut-on se le permettre? Non. Ces fonds sont essentiels pour compenser une décennie de cadeaux fiscaux et réduire le déficit, pour renforcer nos services publics et financer la transition écologique. L'impôt plancher sur la fortune est donc une mesure utile, une mesure juste, une mesure de cohésion sociale. Alors aujourd'hui, chers collègues, le choix qui est devant vous est simple. Voulez-vous défendre l'intérêt général
ou protéger les privilèges d'une poignée de milliardaires. Je vous remercie. Madame la Présidente, mes chers collègues, comment expliquer qu'Isabelle, médecin dans un hôpital public, paie plus d'impôts en proportion de ses revenus que Bernard Arnault? Comment accepter que Karim, boulanger, ou Mélissa, secrétaire de mairie, produisent plus d'efforts pour la collectivité que les héritiers de Chanel? Comment supporter que Tao, cheminot ou ingénieur, soit lui aussi proportionnellement davantage prélevé que Françoise Bettencourt? La proposition de loi que nous portons avec ma collègue Eva Sas, un impôt plancher minimum de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, c'est-à-dire ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros, a pour objectif d'introduire un minimum de justice, et je dirais même de décence, dans une société qui voit exploser les inégalités, dans une société dont le système fiscal censé être progressif est en réalité régressif pour les 0,01% les plus riches de notre pays. Dans notre République, mes chers collègues, chacun, chacune doit contribuer au bien commun à la hauteur de ses moyens. Je vous rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle. Eh bien, cette déclaration postule que l'effort doit être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Or, aujourd'hui, les Français paient en moyenne, en proportion de leurs revenus, 50% d'impôts et prélèvements, tout compris, TVA, impôt sur le revenu, cotisation sociale, quand les milliardaires, eux, n'en acquittent que 27%, c'est-à-dire presque 2 fois moins. Madame la ministre, mes chers collègues, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est révoltant et c'est inacceptable. À tel point, d'ailleurs, que l'on se demande comment une telle situation est possible. Mais voilà, les ultra-riches ont recours à des mécanismes légaux d'optimisation fiscale qui leur permettent de contourner l'impôt. Et c'est pourquoi notre taxe, inspirée des travaux de l'économiste Gabriel Zucman, s'attaque au patrimoine qui reflète, lui, réellement le niveau de richesse des ultra-riches en ces temps de capitalisme financiarisé. Avec notre méthode, en taxant à 2%, c'est-à-dire à un taux faible, une toute petite partie de la population, probablement quelque chose de l'ordre de 1800 personnes, nous pouvons faire entrer dans les caisses de l'État entre 15 et 25 milliards d'euros, une somme conséquente dont nous avons particulièrement besoin par les temps qui courent pour nos services publics qui sont à réparer ou agir concrètement pour la transition écologique. Mais jusqu'ici, les gouvernements successifs ont vidé les caisses publiques pour subventionner les riches et les grands groupes économiques au nom de la sacro-sainte compétitivité et dans l'attente quasi mystique d'un improbable ruissellement. Les baisses d'impôts pour le haut de la pyramide sociale ont eu un impact colossal sur le budget de l'État et la Cour des comptes, mes chers collègues, estime que c'est un manque à gagner de 62 milliards d'euros en 2023 pour nos caisses publiques. Pendant ce temps, en 15 ans, la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a bondi de 1000 milliards d'euros, ce qui fait quand même une croissance de l'ordre de 10% par an. Faut-il préciser ici que les revenus du travail n'ont évidemment pas suivi cette courbe et que le service public, patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, n'a cessé de dépérir, car, comme l'écrivait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Alors, si les Français nous écoutent, ils doivent se dire « Ah, enfin une mesure consensuelle, juste, évidente ». Eh bien non. Eh bien non, nous faisons face à une série d'objections de la part de nos collègues du Centre droit et du Rassemblement national et de notre ministre et de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. Alors à celles et ceux qui osent dire que cet impôt serait confiscatoire, plusieurs fois vous avez dit ce mot, Madame la ministre, nous répondons que sur les 40 dernières années, la fortune des milliardaires a cru nette d'inflation de 7% par an en moyenne. Avec cet impôt à 2%, ils s'enrichiraient juste donc un petit peu moins, juste un tout petit peu moins chaque année, et le budget de l'État, lui, y gagnerait beaucoup. L'avancée que constitue cette proposition de loi, qui en appelle d'autres, reste modeste. À ceux qui évoquent le risque d'inconstitutionnalité en raison de l'absence de plafonnement, nous répondons que c'est bien ironique
de la part de ceux qui ont voté la loi immigration sans moufter, sans se soucier de l'avis du Conseil constitutionnel. Et par ailleurs, au nom de l'égalité devant les charges publiques, nous estimons que le Conseil constitutionnel ne saurait aller à l'encontre de notre proposition. À ceux qui nous disent encore qu'il faudrait enlever les biens professionnels, qui représentent en gros 70 à 90% de l'assiette visée, nous leur disons que cela reviendrait à laisser les ultra-riches échapper à l'impôt. Parce que pour ces actionnaires majoritaires de grands groupes et multinationales, il ne s'agit pas de leur outil de production, mais pour l'essentiel d'actions, d'actifs financiers. Et à ces niveaux de richesse, les biens professionnels n'ont rien à voir avec le four du boulanger ou la ferme de l'agriculteur. Quant à séparer la rente des rentiers, ça me fait penser à la séparation, vous savez, de l'œuvre et de l'artiste. Je pense qu'on peut vraiment faire mieux. À ceux qui nous disent qu'il suffirait de s'attaquer au holding, nous leur répondons qu'il ne faut pas boucher un seul trou dans la passoire et déplacer le débit vers d'autres montages d'optimisation. Avec notre impôt plancher, il n'y a plus d'échappatoire à l'impôt. Enfin, à ceux qui nous disent que notre impôt fera fuir les grandes fortunes, nous répondons que le risque d'exil fiscal est largement surestimé dans le débat public, comme le montrent différentes études, et surtout que nous avons les moyens d'empêcher cette fuite, puisque notre proposition, notre dispositif antifiscal est adossé à notre proposition de loi, à notre impôt. Mes chers collègues, je veux donc croire ici, dans cet hémicycle, aujourd'hui, qu'une majorité aura raison de toutes ces réticences. Car rejeter notre proposition de loi, c'est sanctuariser le droit des milliardaires à ne pas payer d'impôts. Qui, parmi vous, peut sérieusement l'assumer devant les Français ?